propose qu'on démarre cette nouvelle session. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît parce on a un peu élargi le spectre aujourd'hui pour cette session sur Fire. Donc, je suis Anaïs Elzac, je suis responsable partenariat pour les entrepôts de données de santé au Data Hub. Je suis chargée notamment de la coordination des travaux autour de la standardisation du socle commun des EDS. Aujourd'hui, c'est une session un peu hors série par rapport aux travaux qu'on a pu faire. Elle est dédiée à une introduction à Fire. C'est un retour d'expérience qu'on vous propose et qui est mené par David Wine de la PHP, voilà, pour qu'il nous parle de la manière dont il fait le data management avec Fire au niveau de l'EDS de la PHP. Donc, petite précision avant de laisser la parole à David, cette session est enregistrée, le replay sera mis à disposition sur la chaîne YouTube du HDH, si vous voulez la revoir ou la partager avec des collaborateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat. Voilà. Bonne session à tous et David, je te laisse la parole. Merci Anaïs. Effectivement, c'est une session différente par rapport à ce qu'on fait au niveau du GT. Je vais essayer d'être à la fois concis et, et efficace. Juste un petit point sur mon parcours, et ce qui explique aussi pourquoi je me porte à la PHP peut-être un peu en avance. Enfin, je sais pas si on est en avance d'ailleurs, mais en tout cas, une approche un peu originale, c'est que finalement, mon sujet de thèse était déjà, si j'ose dire, empreint de comment utiliser les standards au cœur d'une démarche de conception des logiciels. Et c'est finalement ce que je vais vous montrer, c'est une suite, somme toute assez logique, en tout cas à mes yeux, de ce travail initié dans le cadre de ma thèse qui maintenant remonte déjà à quelques années. On parlait pas de Fire, c'était d'autres standards, mais peu importe, l'idée est la même, c'est qu'il y a des artefacts de connaissances qui ont une grande valeur, qui ont été construites par des organismes internationaux, avec des experts internationaux. Il est certainement c'est plutôt une bonne idée d'essayer de les intégrer assez tôt dans la chaîne de production des logiciels ou de la donnée. Euh, j'ai, alors ma proposition, c'est d'avoir découpé donc cette présentation en trois grands parties. Alors là, je vous ai envoyé cinq, mais disons que les deux premiers sont histoire de rebalayer ou de reposer un petit peu le contexte. Je vais le faire court, je vous rassure. Ensuite, le cœur de la présentation, ça va être effectivement Fire d'une part, les éléments clés, parce que je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas expert Fire suite à cette présentation, mais vous aurez, j'espère, les clés pour en tout cas naviguer, vous donner envie de creuser plus loin ce standard, vous montrer comment on s'en sert, comment on peut s'en servir en tout cas dans une approche pratique et finir ensuite dans une session de questions-réponses ou en tout cas de vision, de partager une vision collective. En réalité, ici, ça n'est que qu'un travail parmi d'autres et tout doit s'inscrire dans un cadre collectif. Euh, donc, pour moi, et je pense qu'il est important de repartir des définitions. Donc, dans le cadre du référentiel général d'interopérabilité, l'interopérabilité est définie comme la capacité que doit posséder un système dont les interfaces sont intégralement connues à fonctionner avec d'autres produits. Euh, je suis désolé, mais il y a un peu de son. Euh, Parfois, c'est un tout petit peu gênant, merci. Euh, donc, pour en venir à l'interopérabilité, donc là, c'est une capacité, pas un objectif. Donc, l'intérêt n'est pas d'être interopérable pour être interopérable. Bien sûr, ça, peut être que d'accord avec ça. Et donc l'échange est au cœur de la démarche. Donc l'interopérabilité doit reposer donc sur des définitions d'interface très claires, des formes de contrats pour que chaque partie soit comment au fait de ce qu'elle doit, est-ce qu'elle
en capacité de produire et de ce qu'elle est capable de consommer en matière de notamment de données. L'interopérabilité intervient à plusieurs niveaux et s'inscrit toujours dans un cadre juridique. Elle a des impacts organisationnels et techniques. Alors, évidemment, dans le cadre de ce GT, on est plutôt sur les aspects techniques, mais en réalité, en tout cas, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais moi, je me rends compte dans ma vie professionnelle que l'interopérabilité n'est pas une question purement technique, voire rarement technique. Elle est beaucoup et avant tout organisationnelle. Il faut qu'on ait des objectifs communs, partagés, une langue commune pour bien comprendre les finalités et les objectifs avant de démarrer en fait les aspects techniques. Et je fais donc aussi petite précision aussi sur ce que moi j'entends en tout cas dans ce contexte-là de la standardisation des données. Donc pour moi c'est une définition somme toute personnelle. Donc pour moi c'est une activité de modélisation, hein. On cherche à modéliser les données et à faire en sorte qu'il y ait un consensus autour de cette modélisation. Une bonne idée d'utiliser un standard qui éventuellement permet de le faire. La modélisation doit se reposer, si possible, sur des méthodologies rigoureuses, claires, et l'objectif à la fin, c'est de rendre les données compréhensibles pour qu'elles soient exploitables le plus longtemps possible, ce qui en fait finalement la valeur. Donc la standardisation des données, c'est pas juste l'interopérabilité. On peut imaginer faire un travail de modélisation des données, de standardisation des données indépendamment d'une réflexion d'interopérabilité. Elle favorise l'interopérabilité, mais c'en est qu'un élément constituant. Et de la même façon qu'on peut envisager faire de l'interopérabilité entre des systèmes sans se soucier de la représentation de la modélisation des données. L'un n'empêche pas l'autre. Euh, et donc, il est important, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs standards qui répondent à certaines, plus ou moins à certains axes. Il y en a qui sont très forts en modélisation, d'autres pas, ou d'autres adressent l'interopérabilité, d'autres pas. Et donc, c'est pour pouvoir faire un choix éclairé, c'est important de connaître certaines clés, en tout cas, qui permettent de motiver un choix ou un autre. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a la transformation numérique que l'on vit nous pousse à organiser nos établissements de plus en plus centrés sur les données. Ça, c'est quand même nouveau. Historiquement, on était plutôt sur gestion de portefeuille applicatif, et donc on pouvait se contenter d'une interopérabilité de PDF, pour le dire un peu vulgairement, ou en tout cas de vulgariser un peu ce que pourrait être l'interopérabilité, ou ce qui est souvent l'interopérabilité d'ailleurs. Mais c'est plus suffisant aujourd'hui. On a besoin de modéliser les données, et donc pour ça, il faut une modélisation partagée. Euh, une modélisation partagée, ça n'est une modélisation partagée pour qu'elle soit plus robuste, pas comment dire, pas spécifique à un contexte. Euh, ce travail de modélisation permet de valoriser ces données puisqu'on va pouvoir multiplier les usages. Qui dit valorisation dit gouvernance dédiée. Cette gouvernance doit aussi se soucier de la conformité des travaux, des traitements par rapport aux différents cadres réglementaires que la donnée de santé nous impose. Euh, la mise en place d'un catalogue de données est aussi une pratique essentielle. Déployer une politique de qualité de données et assurer la culturation des organisations à la donnée et ses usages, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, les professionnels qui produisent la donnée n'ont pas toujours conscience qu'ils produisent de la donnée. Eux, leur métier, c'est de soigner les patients. Néanmoins, on ne peut pas les laisser à côté du chemin. Il faut les embarquer avec nous pour que, ils prennent conscience de l'intérêt pour eux et des patients, in fine, à produire des données de bonne qualité. Alors, je vous ai fait un petit panel rapide des standards principaux avec voilà, une matrice un petit peu de caractéristiques. Euh, je vais pas, pas forcément passer beaucoup de temps à lire le tableau, mais globalement, on a des standards un peu historiques que sont HL7V2 et DICOM. On a des standards plus récents comme Fire ou OMOP.
et puis des standards un peu médians comme CDA, qui historiquement d'ailleurs venaient avec HL7V3, mais aujourd'hui il reste plus que le CDA. Euh, mais en synthèse, ce que je vous propose, c'est de la présentation suivante, c'est-à-dire qu'on a HL7V2 et DICOM qui sont centrés sur l'interopérabilité avec une modélisation des données très succincte, voire extrêmement limitée. On a des standards de modélisation de données qui ne soucient pas a priori d'interopérabilité, c'est des EOMOP, dans le sens où ils cadrent pas les modalités d'échange entre deux systèmes, hein. Je fais référence à la définition que je vous ai présentée en début de présentation. Et on a des standards qui allient les deux, qui se soucient de l'échange et qui se soucient de la modélisation des données. Et on a notamment FHIR et OpenEHR. Voilà. C'est propos introductifs ou contextualisants pour bien positionner FHIR dans ce paysage. Je vous ai reporté, je dirais, les périodes clés. Et ce qu'il faut en comprendre, c'est que finalement Fire est la suite d'expériences successives durant ces 30 dernières années en réalité, puisque aujourd'hui HL7V2 est le standard le plus répandu dans les systèmes d'information hospitaliers. Mais comme je vous l'ai présenté précédemment, il se soucie assez peu de modélisation de données. Euh, on a c'est des messages avec des pipes dans lesquels il faut mettre des valeurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de sémantique sur ce standard. Ensuite, on a, avec les débuts des années 2000, on a HL7V3 qui est arrivé, qui lui se souciait beaucoup de modélisation de données, et pour certains, il dirait voire trop, ce qui rendait l'implémentation de ce standard extrêmement compliqué. La seule chose qui a résisté finalement à l'épreuve de l'implémentation, c'est le CDA, qui, de toute évidence, comblait un vide justement que V2 ne comblait, enfin, n'adressait pas très bien, c'est la modélisation du document clinique. Et c'est pour ça, à mon avis, alors c'est un avis personnel, que CDA a résisté, mais pas le reste du standard HL7V3. Et donc Fire est un peu la synthèse finalement de ces expérimentations où on a une espèce d'équilibre entre la simplicité d'implémentation et en même temps se soucier quand même un minimum de modélisation de données cliniques. HL7 International donc, a été fondé il y a maintenant quelques années, mais ce qui est très important aussi de noter, que c'est un organisme de normalisation, hein, un SDO que lui a conféré l'ANSSI. Donc là-dessus, ça l'oblige finalement à avoir des processus de gouvernance très clairs. Et donc, on peut adhérer à HL7 et on a un droit de vote, et donc on peut voter aux différentes sessions d'acceptation de telle ou telle évolution de modèle ou faire même promouvoir de nouvelles ressources avec les cas d'usage. Tout ça est très cadré. Ensuite, les déclinations françaises d'HL7, on a donc HL7 France qui opère ou qui maintient ce qu'on appelle le guide d'implémentation FR Core, qui est la pierre angulaire de tous les guides d'implémentation français. L'ANS également édite, produit beaucoup de guides d'implémentation Fire qui tous sont des déclinaisons du FR Core. Donc, de manière synthétique, HL7, c'est une spécialisation de plateforme. Donc, c'est pas que l'interopérabilité, c'est pas que de la modélisation. Ça s'intéresse aussi à l'implémentation. Et on va le voir comment. Ça s'applique à tout contexte, à partir du moment où on a de la donnée de santé et à tout cadre réglementaire, HDS, au niveau du soin, ça s'adapte bien. Les fondamentaux sont simples à comprendre, mais en revanche, effectivement, il y a un coût pour initier des projets d'implémentation. Il y a une courbe d'apprentissage nécessaire, bien que les éléments de base sont simples à acquérir. Et ça couvre à la fois les besoins d'interopérabilité et ça propose un cadre de modélisation des données. Voilà, ici je vais vous proposer donc une façon d'aborder Fire. Donc la ressource patient, évidemment, elle est clé, hein. Chaque ressource c'est data-centrique, c'est patient-centrique, pardon. Donc on a tous un lien vers le patient.
Si on doit prioriser par ordre décroissant, donc du haut vers le bas, ce que je conseille, c'est de regarder donc les ressources de type procédure, conditions, observation, medication request, medication administration, pour tous les aspects d'information clinique. Déjà, on couvre déjà pas mal le spectre des besoins en matière d'information clinique. Ensuite, assez rapidement, on va avoir envie de regarder les véhicules des informations terminologiques, puisque chaque ressource a la capacité de se lier à des informations codées. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les données maîtres, hein, les données de structure, que ce soit les professionnels de santé, les organisations. Et puis enfin, on a tout ce qui est documents, images ou recueil d'informations comme peut être les questionnaires. Et puis enfin, un objet très technique pour le coup, mais qui est très intéressant, qui permet d'aligner des structures différentes et d'aligner à la fois sur le plan de la structure et aussi sur le plan des terminologies. Et dans et dans des data platforms, évidemment, c'est un objet qui est particulièrement intéressant. Mais effectivement, il faut être quand même à l'aise avec les modèles précédents pour bénéficier pleinement des capacités de cette ressource et du langage qui l'accompagne. Donc si je fais le parallèle avec la santé, je vous propose l'anatomie de la ressource observation et de se focaliser sur les éléments principaux, donc que sont l'ID de la ressource, le statut, qui change complètement évidemment le sens hein, entre une observation qui est finale ou une information qui a le statut de erreur, évidemment, c'est pas tout à fait la même valeur. Là-dessus, cette ressource observation va posséder un code. Ce code peut provenir d'une ressource standard, Loinc, Nomad, ou une terminologie locale. On a l'élément subject qui permet de lier à la ressource patient ou de l'entité observée, mais bon, généralement, on va prendre l'exemple d'un patient. Effective, c'est plutôt la date. Alors, il y a le petit X avec crochet, c'est que le type de données derrière effective peut être différent. Ça peut être une date time, un instant, une période. Donc, évidemment, c'est un peu ce que veut dire le X, ça peut être polymorphe en termes de valeur d'implémentation. Euh, Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'en effet, au niveau de la ressource, il n'y a pas d'injonction très forte. C'est vraiment au travers de la mise en place de guides d'implémentation où on va préciser finement les attendus pour un cas d'usage particulier. Mais au niveau de la ressource, au niveau du standard, tout est ouvert, tout est possible. Et donc, c'est pas vraiment le standard qu'on met en place, qu'on met en œuvre, on met en œuvre le standard à travers des guides d'implémentation. Ensuite, on a la valeur, évidemment, hein, la quantité mesurée, et puis éventuellement une interprétation ou un champ libre. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les types de données, donc au niveau standard, sont généralement 0, 1, donc sont tous optionnels, sauf exception comme le statut. Le statut est obligatoire et la liste des statuts possibles et c'est une liste fermée. Ensuite, on a des types de données. Les plus répandus, ça va être codable concept pour les types codés. Quantité, c'est pour les valeurs quantitatives, donc des décimaux avec des unités. Et les références, ça va être des liens entre ressources. Ça, vous avez les types de données principaux. Alors, après, string, il y a plusieurs sortes de strings. Par exemple, ID est un string, mais vous allez voir sur la ressource, c'est marqué ID. Mais ID étant une contrainte de chaîne de caractères il me semble, 64 caractères. Et puis, je pense qu'il y a un formalisme aussi à respecter. Mais en fait, on va trouver pas mal de chaînes de caractères. Code aussi, on a un type de chaîne de caractères qui s'appelle code. Donc le chaîne de caractères est quand même très utilisé. Et ensuite, chaque élément d'une ressource est documenté. Il y a une valeur à la documentation qui est très importante. Et s'agissant d'interopérabilité, il est assez évident que la documentation est très importante. On n'a pas toujours sous la main le concepteur. Et donc, préciser l'intention d'un objet est fondamental dans un projet d'interopérabilité. Donc, si je présente maintenant l'exemple du poids qu'on a donc dans le guide
avec le guide qu'on a fait pour les variables du socle. Ici, voilà, on a l'exemple de l'élément statut. Alors, je ne sais pas si je peux avoir un pointeur, peut-être. Bon. Donc, voilà, ici, on a le statut qui est obligatoire et avec la liste des statuts possibles, registry, preliminary, final. Et donc, tout ça est limité par un jeu de valeurs qui s'appelle observation statut, qui est de type required. Donc, il est obligatoire et ça, c'est fixé par le standard. C'est une des rares choses que le standard oblige. Euh, et ensuite, et ensuite, on a, par exemple, je fais un focus sur l'effectif, donc l'élément temporel de la ressource qu'on a rendu obligatoire dans ce profil. Et puis ici, on attend obligatoirement une valeur quantitative. Et donc, on voit clairement les contraintes qu'on a fixées. Euh, et ici, pourquoi on dit que c'est le poids? Parce qu'effectivement, on a fixé les valeurs du code aux valeurs low-inc qui correspondent au poids. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'une instance de ce profil sera effectivement le poids parce que son code est fixé au code low-inc correspondant au poids du patient. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Regardez ce. J'en ai parlé donc un petit peu en introduction. Euh, enfin, pas en introduction, mais dans mon discours. Voilà, les guides d'implémentation, c'est fondamental à comprendre. C'est ce qui véhicule finalement l'intention d'un contexte particulier et c'est ce qui va voilà permettre de localiser, spécialiser les ressources à un contexte spécifique. Euh, On est là. Ah, magnifique. euh, Des fois, j'ai peur parce que du coup, il arrête de parler. Ah, oui, il y a un son en fait. Ouais. ah, Euh, voilà, pardon. voilà, merci. Euh, donc, les guides d'implémentation permettent de supporter l'approche design first, c'est-à-dire prioriser la conception avant la mise en œuvre, et donc aussi de centraliser cette documentation, centraliser donc les spécifications, les spécialisations qu'on aurait faites sur les ressources Fire, euh, et aussi permet de se lier à un contexte. Je vous l'ai dit, l'ANS utilise, donc développe des guides d'implémentation qui tous sont dépendants du FR Core. Et nous, dans l'exemple là qui va vous être présenté, on a exactement fait la même démarche, c'est-à-dire qu'on s'est mis en dépendance au FR Core afin de s'assurer d'une certaine cohérence avec l'ensemble des travaux Fire français. Euh, et donc, voilà rapidement les éléments un peu clés qu'il faut comprendre de Fire. Et là, ici, je vous ai mis un certain nombre de liens euh, pour aller plus loin dans la compréhension de ce qu'est Fire. Donc, le premier lien, c'est le Getting Started présenté dans le standard. Ensuite, j'attire votre attention sur le fait que l'association Interop Santé fournit des modules de formation à Fire où les prochaines occurrences sont le 6 novembre, le 12 et le 13 novembre. Il y a trois modules, hein, un module introductif, un module plus axé sur la sémantique et un troisième sur les guides d'implémentation. Ensuite, HF7 lui-même fournit aussi un catalogue de cours, de formation. Et à la PHP, on a un site aussi où on publie nos guides, dont certains sont accessibles publiquement. Donc maintenant, je vous propose de voir ce qu'on fait du standard dans le contexte des variables du socle. Euh,
Et il y aura, enfin, tous les liens sont accessibles, et donc vous pourrez ensuite tranquillement regarder ça, et puis revenir vers moi ou poser des questions ou à travers le HDH, à travers Anaïs, il y a pas de problème. Donc, initialement, l'année dernière, on avait déjà commencé à faire ce travail de fireisation des variables du socle, euh, mais suite aux différents échanges et, euh, et à un constat aussi d'un manque de connaissances sur le sujet, finalement, on a décidé d'en faire aussi un objet de démonstration. Donc, c'est-à-dire que non seulement le guide porte toujours ces variables du socle en Fire, mais déjà, il y a eu aussi des progrès dans la présentation et la mise en place d'un processus de standardisation. Et puis, on en a fait une implémentation. C'est-à-dire, on a décliné ce qui était décrit en Fire, on l'a décliné en, en code. Voilà, on a utilisé Python notamment, mais pas que. Euh, mais là, je vais d'abord vous présenter la partie quoi, ce que fait le guide, c'est-à-dire décrit qu'est-ce qu'on va déplacer, et puis ensuite, je vais vous présenter le comment on l'a déplacé. Et parmi les différents outils qui supportent en fait le processus de standardisation, on a l'habitude d'utiliser des outils de type tableau blanc. On a mis récemment Affine en place, ce qui nous permet notamment de construire des modèles conceptuels, de partager des glossaires avec nos experts métiers. Ensuite, on a historiquement développé un outil de création de formulaires, de ressources questionnaires Fire, qui permet aussi, vous allez le voir, de formaliser, de traduire le modèle conceptuel en quelque chose d'un peu plus tangible. Et on a utilisé cet outil pour traduire en fait le fichier Excel que chacun nous connaissons, des variables du socle pour avoir en fait ces variables déjà en Fire, mais sans avoir besoin de connaître Fire. Le fait d'utiliser un outil de création de formulaire, il n'y a pas besoin de connaître Fire pour l'utiliser. Ensuite, on a développé enfin, on avait développé déjà un outil qui permet justement d'aider à la création d'un structure map, donc d'une structure d'alignement entre deux structures. Et s'agissant de data management, c'est une activité qui est fréquente, de devoir aligner par exemple un EHR vers une base de données standardisée. Et puis la G-Publisher, évidemment, puisque c'est l'outil fourni par la communauté pour construire des guides d'implémentation Fire. Donc, vous pouvez trouver le site à cette adresse, hein, il est disponible sur GitHub. Donc, il y a un menu qui permet, il y a un menu, dans le menu, pardon, vous avez un guide méthodologique donc, qui explique un petit peu les principes, les grands principes de la démarche, et notamment le processus de standardisation des données au format Fire. Euh, Puisque nous, à la PHP, on utilise cette stratégie pour intégrer nos données dans une plateforme centralisée, un hub d'intégration. On utilise Fire pour faire ce travail. Et ensuite, selon les cas d'usage, on est capable de livrer notamment en OMOP. Donc alors non, ça je l'ai pas dit, mais donc les variables du socle, on voit les différentes étapes de acquisition des variables. Donc ça veut dire tout simplement, on est parti du fichier Excel et on les a traduits en modèle conceptuel et en glossaire, puisque on s'est aperçu quand même qu'on n'était pas forcément très à l'aise avec certaines définitions et seulement le fichier Excel était quand même peut-être pas en termes définissait la structure et encore, il y avait certaines métadonnées qui n'étaient pas très claires. Enfin voilà, et on se dit que ça peut être aussi une façon de collaborer, voilà, travailler autour d'une ressource questionnaire plutôt qu'un fichier Excel, parce que l'outil de questionnaire, ça peut être mis donc sur un serveur centralisé, et donc pour une plateforme collaborative, ça nous semble intéressant. Euh, Et donc cette ressource questionnaire a été donc ensuite traduit, standardisé, donc c'est les fameux profils Fire. Donc on a un certain nombre enfin les variables ont été à 100% traduites en Fire.
Et puis ensuite, il y a un menu qui est la démo, hein, Health Data Platform, qui est donc une proposition de mise en œuvre de ces ressources dans une plateforme donnée où on a simulé un EHR, un hub d'intégration et une livraison en OMOP. Donc voilà, issu du processus de standardisation, donc on a la cartographie des variables, donc on a un modèle conceptuel, un glossaire. Alors il y a des trous, hein, vous pouvez voir sur le site, hein, il y a beaucoup, il reste du travail. On a fait aussi 11 exemples annotés, c'est-à-dire qu'on a des histoires, alors factices bien sûr, mais sur lesquelles on a annoté les éléments qui font référence aux variables du socle, histoire aussi d'essayer d'embarquer des experts métiers sur les sujets. Alors évidemment, les variables du socle sont plutôt à visée épidémiaux. Euh, voilà, on ne peut pas traiter forcément une question médicale précise, mais en tout cas, ça fait le taf. On a donc les variables formalisées donc dans une ressource questionnaire avec les 11 exemples à noter, on les a traduits en réponse à ce questionnaire. Donc ça permet de s'assurer que toutes les étapes sont conformes ou cohérentes puisqu'il n'y a pas d'informations qui rentrent pas. Et ensuite, la tâche de standardisation a donné lieu à la création de 35 profils. Donc, les 51 variables du socle ne sont pas complètement 51 variables. Il y en a une qui sont liables, euh, notamment la ressource patient collige un certain nombre de dimensions qu'on appelait variables. Euh, oui, point aussi intéressant de noter, c'est qu'on a fait le lien avec nos terminologies, avec la CCM et SNOMED, que Fire n'impose pas particulièrement une terminologie ou une autre. Euh, et donc 100% du besoin de standardisation a été couvert par ce travail, et donc tous les résultats sont disponibles dans le guide. Et donc, à titre illustratif, vous allez retrouver donc le dictionnaire de données où vous allez retrouver les différents groupes, la manière dont ça a été classé dans le fichier Excel, et puis les profils en face pour chacune des variables identifiées. Et ensuite, chacune des variables identifiées, vous avez donc l'affichage en mode Fire de ce qui a été localisé. Donc ici, par exemple, on a le code, on a mis ACCM pour le PMSI, donc on a un jeu de valeurs qui s'appelle ACCM, avec donc toute la CCM pour qui traduit en fait l'injonction d'acte CCM qui était présente dans le variable socle. Donc, comme je vous ai dit, on a fait l'exercice pour essayer d'améliorer la compréhension du lien qu'on fait entre Fire et une plateforme data. Donc, il y a un travail qui a été mené de traduire ce qui était dans ce guide en implémentation, donc en base de données, Postgre notamment, hein. Ce qui nous a guidé, c'est de trouver des solutions 100% open source. On a mis en place un Docker Compose pour simplifier l'installation et le test pour chacun. Euh, Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a donc décliné les variables du socle dans un modèle de stockage. Et pour ça, je me suis fait aider par Claude Code, hein. Donc, j'ai demandé à un LLM de faire le taf. Pourquoi? Bah, pour éviter pour essayer d'être le plus agnostique d'IHR connu ou de Fire ou de MOP. Je voulais, voilà, une sémantique qui était éventuellement disjointe du standard. Donc, il a fait une première proposition. Bon, après, on a un petit peu retravaillé, mais globalement, on a essayé de simuler un DPI de manière le plus agnostique possible de ce qu'on connaissait. Euh, et puis, ensuite, on a décliné les variables du socle en un modèle de stockage, là aussi. Les 35 profils que vous avez pu voir font en réalité référence à 8 ressources différentes. Donc, on a 8 tables de mémoire qui permettent de stocker les variables Fire. Et donc, ça nous fait notre hub d'intégration. Et ensuite, on a fait une structure map qui permet de mapper notre simulation de DPI avec notre hub d'intégration. Et ensuite, on a décliné ce mapping en un script DBT. Donc, globalement, voici l'architecture fonctionnelle globale.
on a au cœur donc notre hub d'intégration Fire, sur lequel on peut localiser à dessein les contraintes. On a donc simulé le DPI qui est lié aux variables du socle et on a mis en place une stratégie donc de transformation à l'aide de DBT qui permet donc d'alimenter notre hub d'intégration. Ensuite, l'idée c'était de regarder comment on pouvait livrer en OMOP et donc on a mis en place le serveur bien connu API et on a utilisé une solution là aussi open source qui s'appelle Passling qui est une solution qui permet de transformer Fire en données analytiques et qui est fondée sur le guide d'implémentation SQL on Fire et qui, par des descriptions de vues définitions, ça s'appelle des vues définitions, permet en fait, de traduire des ressources Fire en analytique. Alors là, on a fait le choix effectivement de se conformer à OMOP et on a livré un fichier en DuckDB. Donc voilà, vraiment, histoire d'être open source à tous les étages et de montrer comment les deux approches sont complètement complémentaires et qui traduit peu ou prou ce qu'on fait nous à la PHP. Les technos sont évidemment très différentes. Là, l'idée, c'était d'être sur quelque chose de relativement euh, à la fois basique, standard, et aussi qui fait autorité, hein. Je pense notamment à DBT. C'est quelque chose qui a l'air d'être extrêmement utilisé dans le domaine de la transformation de données. Euh, donc, comme je l'ai dit, on a généré donc ce modèle de stockage avec l'aide de Cloud Code à partir des variables du socle. Et on a initié ce simulation de DPI avec les exemples fichiers CSV auxquels on a donc alimenté ce DPI. Ensuite, on a traduit donc ces 35 profils en base. Il nous a fait une proposition de stockage qui est relativement générique, peut-être pas optimale. Je suis pas expert en modèle de stockage, mais disons que ça fait le taf. On a pu donc stocker l'ensemble des données, des exemples qu'on a forgés voilà. Et donc on a fait un mapping entre les deux modèles pour décrire le quoi. Et une fois qu'on a fait ce mapping, on a pu décliner le résultat de ce mapping en un script Python pour le comment. Et si demain on devait essayer en SQL Mesh notamment, on pourrait partir du même travail de mapping et on pourrait décliner ça avec une autre technologie. Si jamais les technologies évoluent, que c'est plus du Postgre, c'est autre chose, c'est pas grave. Ce travail-là, il est insensible aux choix techniques. Donc il est transportable dans tous les hôpitaux à partir du moment où on est OK sur les modèles sources et cibles. Mais on est agnostique de la technologie des choix de plateforme. Et là, effectivement, il y a la traduction de ce mapping en SQL. Alors, DBT nécessite quand même de transporter les données. Donc, il y a un script qui permet de copier le contenu d'un schéma dans la base de transformation. Ensuite, DBT fonctionne donc en trois étapes. Euh, une étape de staging, une étape intermédiaire et une étape de livraison qui correspond à notre semantic layer, Fire. Et ensuite, on a copié le résultat de la transformation DBT dans notre couche d'intégration. Et enfin, pour partager les données, on a utilisé un stockage S3 min.io et ensuite exposé via API REST API qui était déjà disponible. Et on livre en OMOP grâce à la librairie Passling et à l'usage du guide d'implémentation SQL on Fire qui définit les transformations, les traductions des ressources Fire vers de l'analytique, pas nécessairement. Et le tout est livré donc dans un fichier DuckDB disponible dans le stockage S3 Minimo. Euh, ça c'est bon.
Voilà comment se présente un exemple. Donc on a une fausse histoire, une histoire générée, enfin avec un contrôle humain quand même, une patiente bénéficiant d'une ponction, euh, et donc on a écrit une histoire sur laquelle on l'a annotée avec les concepts des variables du socle que vous voyez en gras et entre crochets. Donc une histoire, on a simulé donc des analyses biologiques, des prescriptions. Donc le tour correspond à des instances finalement des variables du socle. À partir de ces histoires médicales annotées, on, on a suivi finalement le processus, on a répondu au questionnaire qui correspond aux variables du socle. Donc on a l'identité du patient, on a ces informations de géographique, enfin, toutes les variables qu'on a tous définies dans ce GT. Et donc, c'est comme ça qu'on peut instancier ces histoires. Et là, il n'y a pas besoin d'être expert en Fire, il suffit d'utiliser des logiciels open source d'instanciation de ressources questionnaires. Il en existe plusieurs qu'on peut trouver sur GitHub ou le faire à la main. Nous, je crois qu'on l'a généré. On est peut-être fait aider par des LLM. Bref. Mais il y a des solutions pour et faire participer les professionnels à toute cette démarche, en tout cas. Et donc derrière, ensuite, il y a la déclinaison en Fire. Donc on instancie ensuite en Fire les différentes variables et on s'assure que il n'y ait pas de trou dans la requête, que les processus sont bien compris et complets, et qu'on est consistant et qu'on est solide sur nos spécifications et sur aussi notre implémentation. C'est-à-dire que ça nous fait un matériel de test pour nous assurer que les data eng, quand ils mettent en place la plateforme data, on soit bien conforme à différentes étapes du processus de transformation. Et à la fin, on a dans la requête measurement, on retrouve par exemple pour le patient neuf les résultats de bio qu'on a simulés. Alors, bien sûr, tout n'est pas complet. On n'a pas fait les alignements avec les concepts standards d'OMOP. Tout n'est pas complètement opérationnel, il y a encore des petits couacs. Euh, L'approche Passling est peut-être pas la meilleure, surtout par rapport à l'idée qu'on s'était fait initialement de faire quelque chose d'assez simple. Par exemple, Passling nécessite l'installation de Spark, bon, qui est pas forcément trivial. On pourrait le faire autrement. Euh, mais bon, en tout cas, c'est open source et ça fait référence à des choses intéressantes quand même, notamment SQL on Fire. Donc, bon, les scripts sont pas optimisés, les bases de données non plus sont assez brutes de coffrage. Il y a peut-être des choses à améliorer. La documentation est pas complète. On peut aussi imaginer améliorer cette démo en mettant Airflow, en mettant du chargement différentiel, hein. Effectivement, là, on s'est pas embêté, on efface, on recommence quand on doit tester. Il n'y a pas d'alimentation au fil de l'eau. Enfin, on peut améliorer d'autres choses. Aussi ajouter d'autres sources de données. Là, on a simulé un EHR qui aurait tout. On pourrait avoir plusieurs sources, une base pour la bio, un DPI. Enfin, voilà, on peut enrichir le procédé. Mais globalement, les briques de base sont assez consistantes actuellement. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur GitHub dès à présent. Je vous invite également à contribuer ou à, en tout cas, challenger, à essayer d'installer, à nous remonter ce qui est difficile, ce qui n'est pas compréhensible, ce qui marche pas. Euh, Parce que, voilà, pour conclure, c'est un travail qui doit être collectif. Euh, c'est ça, surtout avec l'injonction européenne qui arrive, on a besoin des uns des autres. Euh, à promouvoir une culture de la donnée fiable, interopérable, au service donc de l'amélioration continue pour la prise en charge des patients. Euh, c'est notre mission à chacun et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention
Et, euh, et voilà, j'attends vos questions, euh, vos remarques. Merci beaucoup, David. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a beaucoup d'applaudissements. Ah, Romain, mi-volontaire. Je t'en prie, Romain. Merci beaucoup David pour la présentation. Donc juste déjà, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Alors, je pense que ça se voit à la hauteur de la présentation, mais en tout cas par rapport à ce que tu nous avais présenté il y a 6 mois, un an, je vois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et je suis assez impressionné. J'ai une question. Donc, est-ce que tu peux laisser ton gros schéma, Oui, ton oui, cycle complet? Ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais je non, t'en non, prie. il y a pas de problème. Quand je t'ai entendu, je me suis dit, il va vouloir le schéma. Donc voilà. Ah, t'es vraiment le meilleur. Bah, je te cache pas que je l'ai sous les yeux parce que je suis en train de dicker le site en parallèle de tes explications. La semaine dernière, on a mis en œuvre, dans le cadre du GIR CISO, un hackathon dont l'objectif était de commencer à travailler sur l'implémentation justement des données du socle depuis une base de données source avec des données simulées vers la base cible OMOP. Et donc, dans ce contexte-là, dans le contexte du hackathon, on a fait l'équivalent, je pense, de ton faux DPI, là. Donc, on a des fausses données et on a conduit tout ou partie des ETL qui permettent d'alimenter une partie du socle. Là, c'était plutôt quelque chose un peu en POC sur 2 jours, donc tout n'est pas du tout finalisé, mais on est plutôt en train d'essayer justement d'aller un peu au bout du process et de capitaliser sur ce qui a été fait pour essayer de proposer des exemples d'ETL avec différents outils, dbt, Airflow, Daxter, enfin tous ces trucs-là. Et je me rends pas compte à quel point ce que tu présentes là, on pourrait aussi le tester sur ces fausses données pour essayer justement d'appliquer tout ça, mais en changeant le DPI source là par nos données simulées, sachant qu'on a fait le patient, la venue, le PMSI, la biologie. Voilà. Euh, En effet, la partie la plus robuste, la plus normalement où il y a un travail qui pourrait être fini, c'est la partie de droite, c'est-à-dire effectivement la partie où on rentre dans le monde du standard. On peut imaginer même qu'on arrive complètement à aligner Fire avec OMOP sur le périmètre d'OMOP. Donc ça, en cela, c'est quand même assez intéressant de l'envisager comme ça. Et en effet, il reste à charge à chaque expérimentateur, chaque site, chaque hôpital, d'aligner son monde, ses besoins à Fire, sachant que il est probable que ce soit une injonction qui nous soit imposée, notamment par l'Europe. Euh, En tout cas, euh, pour y arriver, c'est plutôt guidé, puisque moi, j'utilise donc le FML pour aligner les deux modèles pour justement ne pas être trop dépendant de la plateforme technique. Euh, et donc, on pourrait effectivement, relativement facilement, je pense, surtout que le périmètre est quand même le même, de ce que je comprends, aligner ce que vous faites avec le hub d'intégration, la couche sémantique Fire. Mais effectivement, enfin, c'est un travail à faire. Mais, enfin, je sais pas, vous avez certainement essayé, mais les LLM sont très à l'aise en fait avec tout ce qui est structuré. Euh, je trouve qu'on a des résultats tout à fait intéressants. Passer d'un FML donc structuré à un code Python structuré, donc du structuré vers du structuré, c'est plutôt performant. Ouais, en tout cas, moi, je suis ultra intéressé pour essayer de tester ça là, sur les données Ok, qu'on a simulées, justement pour faire un peu ce travail vraiment de chaîne en chaîne, depuis le DPI vers le hub d'intégration. En fait, au final, une fois qu'on arrive dans le hub d'intégration, tout le reste, c'est normalement, ça, ça ça bouge coule. pas. Ouais, c'est Donc, ça. le vrai enjeu, c'est la partie DBT et la partie, Oui, je sais pas, bleue là, que tu représentes sur le schéma. En tout cas, nous, à Bordeaux, on sera très intéressé pour essayer d'expérimenter ça. Et je pense que ça peut être intéressant. Alors, je parle du GRC parce que c'est ce qu'on a fait la semaine dernière et on est encore
content et donc on a envie de continuer et de capitaliser. Donc peut-être que dans 2 mois, plus personne n'aura envie de continuer à travailler autour de ça. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant, justement pour confronter un peu toutes les approches et montrer l'intérêt que peut avoir Fire dans ce contexte. Par rapport à un ETL un peu plus direct, on ferait une flèche depuis DPI vers OMOP en cachant un peu ce qui se passe au milieu. Bah, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on voit pas à l'écran, puisque là on est plutôt dans le comment, et je l'ai pas, enfin je l'ai un peu montré euh, dans ma présentation, c'est l'aspect documentaire qui est au-dessus finalement qu'on voit pas ici, mais c'est le fait de effectivement d'avoir décrit les cas d'usage, de faire le lien à chaque étape jusqu'à jusqu'aux ressources Fire. Et donc ça, tu as un cadre documentaire, tu as un cadre de comment dire de base de connaissances en fait, qui est pas lié à une techno ou une autre, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Ok, bon, je te recontacte. Bien sûr, nos problèmes. Yanis, Oui, merci beaucoup, David. C'était extrêmement intéressant pour moi qui suis naïf de Fire. J'avais une question notamment en lien avec le chapitre usage primaire du règlement pour lequel je dois dire que je suis pas du tout familier, mais je sais qu'il y a aussi des contraintes d'interopérabilité euh, avec le format IIHR-XF, si je dis pas de bêtises, que le DPI doit servir à un dossier centralisé national, de ce que je crois comprendre. Et du coup, dans ton schéma, si on essaie d'intégrer les flux d'interopérabilité des données aux fins d'utilisation primaire et aux fins d'utilisation secondaire, c'est l'exigence de servir les données via une API quelconque. Pour le primaire, elle serait tout à gauche du DPI directement, ou ce sera aux directions des services numériques de la constituer éventuellement avec un profil différent de ce que je crois comprendre, puisque les normes sont beaucoup plus strictes pour l'échange dans l'usage primaire. Je sais pas si je suis clair, mais euh, alors je sais pas si c'est plus strict. En tout cas, dans le domaine de ouais. la santé, on a fait le choix de différencier, mais c'est surtout à mon avis à cause de cadres juridiques essentiellement. Puisqu'en réalité, les données, c'est les mêmes données. C'est juste les cadres juridiques qui sont différents et donc qui obligent à pseudonymiser notamment pour l'usage secondaire. Euh, alors, il y a ce, il y a ce qu'il faudrait faire et il y a ce qui sera fait. Dans ce qu'il faudrait faire, effectivement, je pense que l'approche, mais c'est peut-être un avis personnel, l'approche des pays monolithiques est peut-être pas l'approche idéale, puisque ensuite on devient un petit peu dépendant fortement des roadmaps d'un éditeur, je dirais, très important pour un SI, et qu'une approche peut-être microservice et avec des logiciels spécifiques pour chaque besoin, peut-être une vision, et donc en fait que le DPI devienne plutôt un outil de gestion du patient et qui laisse à d'autres applications plus spécialisées le soin de s'occuper justement de spécialisation et donc et donc avoir de manière centrale un réservoir lui Fire pour que toutes les données atterrissent dans la même plateforme de données et c'est finalement ce qu'on a fait à la PHP finalement le fait que on ait des problèmes de temporalité notamment et de mise à disposition des données dans des formats partagés nous a conduit à construire ce hub d'intégration en Fire avant d'envisager d'être conforme au cadre réglementaire Hmm. EDS. Et donc ce principe de réalité, s'il y a une injonction forte du réglementaire qui oblige, bah, peut-être ça marchera et ils le feront et peut-être que ce aide d'intégration qu'on a à l'AP ne sera pas nécessaire. Et comme on doit aussi enfin, intégrer différentes sources de données, Hmm. je pense que de toutes les façons, on sera quand même obligé d'avoir ce hub préparatoire à la livraison à des espaces Ouais, c'était ma de question. Ok. type EDS. Voilà, on sera toujours obligé de le faire, sauf que ce sera moins coûteux. Voilà, ça peut changer la charge, le poids et le temps de travaux qui aujourd'hui sont très importants, Hmm. mais qui peut aussi rendre compte de ce coût et d'alerter, et puis aussi de motiver à cette nécessaire transformation de la production. Ok, je vois très bien.
Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Ah, je pas du tout. Enfin, Bon, je je la suis perdu, hein. garderai. Si tu peux. Pas de souci. Est-ce que vous avez déjà des cas d'usage de projets de recherche, par exemple, où vous avez besoin de faire une extraction et mise à disposition des données à des utilisateurs non Fire? Entre parenthèses, pas forcément OMOP. Historiquement, on a livré en I2B2, en OMOP et en Fire, hein. Donc, bon, euh, on est déjà opérationnel. Et il y a un travail de Fireisation de l'existant, mais on a dans l'offre de service toujours en tête que c'est pas parce qu'on a au cœur du réacteur du Fire qu'on est obligé de faire du Fire. Là, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est la preuve que les deux sont complémentaires, répondent à des besoins différents. Là, dans l'exemple que je vous montre à l'écran, on a fait le home-up authentique, si j'ose dire. On n'a pas fait le home-up francisé parce que les besoins de localisation sont pris en charge par Fire. Et donc ici, on est dans une approche vraiment 100% compliance vis-à-vis des standards. C'est quand même une chose à noter. Le seul coût qu'on voit pas dans le schéma, c'est le coût d'alignement sémantique, là, pour le coup, qui est incontournable, qui coûtera très cher. Mais voilà. Mais sinon, sur la structure, notamment, euh, je sais plus, enfin, il y avait, enfin, tout ce qu'on a dû ajouter à Homop, ici, on est en capacité d'être 100% Homop traditionnel, si j'ose dire, en tout cas le vrai, euh, et garder les spécificités dans le hub d'intégration. Là, ce que je peux, je sais pas si ça répond, je pense. Voilà, n'hésitez pas à péter un si vous besoin de plus d'éclairage. Je vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? N'hésitez pas, hein, il reste du temps. Bah, je veux bien revoler la parole 2 petites minutes, pardon. Ah bah il y a Caroline qui parle. Ah bah non, je vais laisser Caroline parler, je parlerai après. David, tu as évoqué la possibilité de collaborer. Tu envisages ça comment? Parce que moi, je suis comme Romain, je suis très intéressée pour essayer d'expérimenter voilà, pour notre DS ta démarche, pour voir peut-être sur un mini sous-ensemble de données pour pas faire un travail trop important au départ. Pour que tu vois comment la collaboration, en fait, autour de cette démarche qu'en effet, je note comme Romain que tu as beaucoup travaillé, beaucoup investi, et je pense serait très intéressante pour tous les autres établissements. Bah, une réponse assez simple, c'est qu'on pourrait faire l'année 2026 sous l'égide du HDH, s'approprier ce travail, considérer ce travail comme une mise de jeu, et qu'en effet, chacun s'approprie, l'expérimente, consolide. Puisqu'encore une fois, j'ai le sentiment que ce qui est fait ici répond à deux besoins. Ça va être celui de la conformité au cadre européen, et tout en ayant aussi une certaine souplesse dans la livraison des données. Parce que là, j'ai mis Homop en exemple, mais si tu veux faire des dashboards, cette solution marche aussi. Euh, Mm. voilà. En fait, ici, on sert à peu près tous les usages, et c'est ça qui est intéressant, si tu veux. Pardon. Donc moi, je suis ouvert à l'idée qu'on monte une expérimentation dans le cadre du socle. Voilà. Enfin, je sais que l'organisation du HDH est en train de changer. Enfin, je sais pas tous les détails, mais bon, on peut peut-être essayer de faire la promotion de, si nous, établissements, juge intéressant, voire plus que intéressant, de monter cette expérimentation, bah, on n'a qu'à essayer de le faire porter. Une note, je peux pas m'engager dans l'immédiat, effectivement, il faut que je puisse en discuter, mais en tout cas, le besoin est noté. Et c'est vrai que nous, notre mission principale, c'est de répondre aux besoins des établissements. Donc, si
si c'en est un, je ferai en sorte que ce soit pris en compte. Et donc, je peux voler la parole. Pardon. Tu peux. Merci. Donc, moi, en tout cas, je suis ultra chaud pour expérimenter aussi, hein. Et potentiellement, nous, je pense que sur des vraies données, ça va être un peu compliqué parce que je pense que la complexité est assez importante, mais à mon avis, les fausses données qu'on a générées pour le hackathon, c'est aussi une bonne façon de pouvoir le faire tous ensemble à l'échelle de plusieurs établissements et de regarder ensemble. Et donc, si le HDH veut porter un hackathon Fire on Semantic Data, moi, je participerai avec grand plaisir. Et juste, David, est-ce que tu peux revenir sur tu as une diapo où tu présentes un peu les différentes ressources Fire Oui. que tu définies. Et je pense qu'on en avait déjà parlé, mais c'est celle où tu listes la bio, là, notamment. Ah non, pardon, excuse-moi. Ah non, c'est vraiment la diapo avec le détail des ressources Fire pour le socle des FIG que tu as dû faire. Allez, je pense que tu l'as passé là, un peu sur la... Oui. Ouais, parfait. Et il n'y Là, a là, pas pour la tout. bio, ouais, mais j'ai été voir sur le site. Là, sur la bio, là, donc on est d'accord que tu as un FIG par concept de biologie. Oui, exactement. La raison pour laquelle on a fait ça, alors déjà parce que ça permet quand même d'être très clair en termes de précision. Et autant pour la modélisation, c'est pas nécessaire. Autant pour l'interopérabilité, hein, et c'est pourquoi j'ai fait aussi ces petits propos liminaires. C'est parce que vraiment on voit que les deux cas d'usage sont pas forcément complètement superposables. Pour la modélisation, c'est un peu exagéré, superfétatoire, etc. Puisque avec des jeux de valeurs, on pourrait gérer très bien mieux, enfin de manière, on pourrait factoriser en tout cas. En revanche, quand tu veux livrer des données et donc avoir des contrats d'usage, c'est assez intéressant d'avoir les profils, de dire, bah voilà, j'ai livré à ce cas d'usage telle ou telle ressource biologique. Et donc, le meilleur moyen de contracter et de formaliser ce contrat, c'est un profil Fire. Donc, en fait, les profils servent à deux finalités pour moi. Il y a un aspect data modeling et un aspect contrat dans le cadre d'un échange, d'une interaction entre deux systèmes. Ok, ouais, donc c'est pour être. Ok, donc on n'est pas obligé de rentrer dans ce niveau de détail, parce que On n'est pas j'imagine que. obligé. On n'est pas obligé. Ah, Mais on a expérimenté avec les LLM sont assez doués, ouais. hein. Et là, si on avait dû faire, je sais pas, la ressource plutôt biologie numérique, tu vois, un truc un peu plus macro, on aurait pu, avec les jeux de valeur, dire pour Oui. le. Alors d'ailleurs, si tu regardes dans le détail, en fait, il y a une construction de type objet. C'est-à-dire, Ah, il y a une ressource il y a une intermédiaire, ouais, ressource. j'ai pas été vérifier. Voilà, il y a une ressource générique. Donc si, bien sûr. Et, On mais peut. avec les jeux de valeur, on aurait pu dire Oui. l'urée, quand je choisis le code urée, les deux Yukum possibles, c'est celui-là et celui-là. Faire de la combinaison de valeurs sur Euh, deux champs différents. Alors, ça peut, mais ce serait compliqué. Enfin, ce serait peut-être pas très efficient pour le coup, parce qu'ensuite, tu as la possibilité d'exprimer des règles sous forme d'invariants avec de la conditionnalité. Mais Ouais, bon, là, et ça c'est pas commence à pensé pour rentrer. ça. Ouais, Bah, tu pour le coup, sais, c'est. hein, l'homme, comme c'est possible, a tendance à le faire, mais bon, tendance à imaginer que rester sur la simplicité reste quand même le plus efficace. Ok, Mais on peut. ok, top. Ouais, ok, ça marche. Parfait, merci beaucoup. J'en profite juste pour me greffer à ce sujet parce que je suis en plein dans ce travail-là de modélisation des examens biologiques. Et je me posais la question justement de regrouper un peu les profils par type d'analyse, par exemple bah, justement hémogramme ou ionogramme, blablabla. Et d'ailleurs, je serais très intéressée par cette page-là si ça pouvait aider parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site. Est-ce que ça peut Al- faciliter de regrouper par Alors, type d'analyse? Alors, sur le site, c'est très simple. Il faut aller dans Merci. dictionnaire des données. Il y a dans le menu, il faut cliquer sur dictionnaire des données. Ah, Enfin, il parfait. faut, voilà. Merci. Euh, et ensuite, regrouper. Vous voulez dire quoi par regrouper? Faire Euh, des panels, des choses comme ça? Mon idée, en fait, à la base, c'était de regrouper par diagnostic report.
Mais comme je Ouais. vais avoir une problématique de, à un moment donné, de cohorting, on va dire, de recherche, on va peut-être chercher par des patients qui ont eu des résultats de telle analyse et Hmm. voilà. Et en fait, j'ai le problème de remonter à partir d'une observation à l'ensemble du diagnostic report, où en fait, le lien dans ce sens-là de remontée n'existe pas. Et du coup, c'était un peu pour ne pas perdre l'analyse d'observation toute seule, dans le sens où, voilà, d'être capable de récupérer quand même l'ensemble de l'analyse hémogramme, par exemple, qui correspond à une valeur mesurée de l'hémoglobine, de l'hématocrit, peu importe. Et voilà, de réussir à lier l'analyse globale réalisée par rapport à juste cette valeur unique mesurée. Oui. Et j'ai du mal à faire ce lien, justement, là actuellement, avec la modélisation FIRE qui est proposée. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a si cette observation est dérivée, donc il y a la relation de dérivation qui est possible pour faire le lien entre deux ressources. Ensuite, il y a aussi une ressource qui s'appelle provenance, qui peut permettre de lier deux ressources et dire quelle activité les lie. Euh, on peut aussi, dans une observation, dire elle est source d'une autre ressource. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons de modéliser la relation. Tout dépend quel type de relation vous voulez modéliser, quoi. Alors, je sais pas si ça répond complètement à la question, parce que je Oui, suis pas non oui. plus expert en biologie. Euh, Mais vous, c'est pas quelque chose que vous avez maintenu comme information et que vous avez cherché à garder ou à traquer. Par exemple, vous n'avez pas eu de cas où c'était une information importante à suivre. pas pour le moment, Ok, mais dans Mimic, ils ont fait un Mimic on Fire. Et il y a des choses tout à fait intéressantes, notamment en biologie. Donc peut-être regarder ce qu'ils ont fait, euh, parce que effectivement ils ont des ils ont aussi de la culture microbienne. Enfin ils ont des choses qui en plus à modéliser est pas simple. Donc ils ont regardé quand même des aspects de la biologie qui à mon avis ça vaut le coup de regarder. Donc, voilà. merci. Ouais. Et peut-être juste pour compléter, parce que j'avais regardé un peu la biologie en Fire il y a quelques temps. En fait, dans Fire, il y a aussi toute une couche qui sert à décrire la sémantique. Et donc, potentiellement, il peut y avoir aussi une façon de gérer ça. C'est en faisant ce que vous proposez initialement, c'était l'organisation avec les diagnostic reports qui contiennent des observations. Et pour identifier les observations à la fin, c'est utiliser la ressource sémantique et pour trouver quel type de diagnostic report contient des résultats de type ionogramme. Et ensuite, après, avoir une premier appel qui identifie les diagnostic reports et après, en récursivité, aller récupérer les observations contenues dans les diagnostic reports, ce qui permet de maintenir le lien euh, ionogramme et chaque élément du ionogramme. Je pense qu'il y a aussi toute la couche sémantique de Fire qui est intéressante aussi à explorer pour justement le maintien des liens plutôt sur les aspects structurels et vocabulaires. Merci. De certains de pouvoir poursuivre ces travaux. On verra si la GH peut vous accompagner là-dedans, ne serait-ce que pour l'organisation. S'il y a d'autres volontaires, bien sûr, hein, on fera un appel au temps ou à un moment voulu pour intégrer tous les établissements qui le souhaitent à ces travaux-là. Voilà, comme je vous l'ai dit, je mettrai à disposition le replay sur la page YouTube du ESAT Hub et je vous enverrai un mail avec le contenu. Je ne sais pas si David, tu es d'accord pour partager le support également, qui peut être intéressant. Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà, je vous l'enverrai Je te également l'envoie. après. Si vous n'étiez pas destinataire de l'invitation d'origine, il faudra peut-être que la personne qui vous a transmis l'invitation fasse le relais parce que je suis pas sûre d'avoir accès à toutes les adresses mail. Donc voilà. Merci d'être vigilant sur ce point-là pour que tout le monde puisse récupérer les ressources. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour d'autres sujets autour de la standardisation des EDS. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci, Au merci, au revoir. revoir.